Adissar donne un nouveau rendez-vous à Ousmane Sonko au Sénégal dans le cadre du procès pour viol et menaces de mort. Nous sommes au plateau pour en parler avec Louis Magloire Kebayou et Mamadou Diouf. Ils sont tous deux journalistes. Merci de rester avec nous. Les téléspectateurs nous ont rejoints pour cette seconde partie. Ils sont nombreux à nous écrire via WhatsApp, plus 228 87 46 10 31. Et nous commençons par Kara. Richard Tagba nous a écrit. Il me semble que le micro n'est pas ouvert. C'est bon maintenant. Nous commençons avec Richard Tagba depuis Kara. C'est vraiment dommage de la part du Sénégal qui perd la raison d'année en année, alors même qu'il est considéré comme un des exemples de la démocratie africaine, parce qu'on a soif du pouvoir, parce qu'on ne veut pas céder sportivement. Ma question est au niveau des archives détruites et qui datent des siècles dans l'université Senghor. Comment pourra-t-on reconstruire ces archives qui constituent en même temps l'histoire du Sénégal? Les grands hommes politiques sont passés par cette université. Salut aux invités. Mamadou Diouf. Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui la chose qui est la plus dénoncée au Sénégal, puisque l'université de Dakar est un symbole. Et n'oublions pas que l'université était là avant l'indépendance du Sénégal. Le Sénégal ayant été ce qu'il a été par rapport à la colonisation française, une bonne partie des premières élites africaines francophones ont été formées à Dakar. C'est pourquoi ce n'est pas un patrimoine pour les Sénégalais seulement, parce que la France l'y avait installé, c'était pour l'Afrique occidentale française, ce n'était pas pour le Sénégal, bien que physiquement c'était dans le territoire du Sénégal. Là, des questions se posent. Actuellement, vous avez les étudiants de l'EBAD, l'école qui forme les archivistes et les documentalistes au niveau de Dakar, qui se sont portés volontaires avec leur école, qui sont déjà en train de faire un travail pour voir qu'est-ce qui peut être sauvé. On les a montrés en reportage à la télé, ils sont en train de reprendre tous les papiers brûlés un par un, essayer de voir qu'est-ce qui peut être sauvé. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, ce qui a été carrément consumé ne pourra pas être sauvé, mais étant des spécialistes en la matière, ils verront peut-être comment faire pour reconstituer ce qui peut l'être de ce patrimoine intellectuel, puisque ce que les gens oublient, c'est que de plus en plus, les gens réclament ce qu'on appelle une certification des diplômes. Vous présentez un diplôme, on veut s'assurer que c'est véritablement un diplôme qui a été délivré par l'université à cause de tout ce qui existe comme faussaire aujourd'hui. Mais quand vous appelez l'université de Dakar, c'est au niveau de ses archives qu'on a la capacité de confirmer ou pas le diplôme. Donc on a fait du tort à des gens qui n'ont absolument rien à voir, ni avec M. Sonko, ni avec Macky Sall, parfois même avec le Sénégal en tant que tel. Leur seul tort, si on peut l'appeler un tort, c'est d'avoir eu leur diplôme au niveau de l'université de Dakar. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Jusqu'à quel pourcentage cela va pouvoir être fait, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais c'est heureux quand même que des étudiants aient pris sur eux cette volonté de vouloir faire tout ce qui est possible pour sauver le maximum. Oui, quand on leur a fait le point des dégâts causés par ce procès, finalement, si on se rend compte que le dossier est vide, il faudra que Adissa et les autres répondent, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de ces accès de violence d'une façon indirecte. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment solvables pour payer tout ce qu'il faudrait si jamais il faut, par exemple, payer l'école qui va reconstituer les dossiers, payer les commerçants qui ont payé les commerçants qui ont perdu leur commerce ou même simplement les payer par rapport aux périodes pendant lesquelles ils n'ont pas eu d'activité. Je pense que c'est peut-être moral, c'est une revendication qui peut être morale, mais le fait est qu'il y a eu des débordements qui aujourd'hui causent du tort, ce sont des dommages collatéraux. Ça arrive malheureusement très souvent dans les revendications politiques qu'on ait ce type de dommages-là. Et ce qui est à souhaiter, c'est que ça ne prenne pas plus d'ampleur et surtout que les leçons que l'on en a tirées permettent d'éviter que l'on retombe dans la même histoire d'ici le 25 ou le 30 quand le président se sera exprimé. Est-ce qu'il faudra poser donc la question sur la table sur l'opportunité d'organiser ce procès en appel par rapport, si on met dans les deux plateaux de la balance les préjudices causés, éventuels préjudices causés à Adissar et les réparations possibles, et de l'autre les dégâts éventuels que pourrait poser un nouveau procès, est-ce qu'on peut l'organiser? Est-ce qu'on doit l'organiser? En fait, pour revenir d'abord sur ce que Louis Magloire a dit, mais vous avez des Sénégalais qui disent
on ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Si cette dame qui accuse Ousmane Sonko de viol, on finit par se rendre compte que rien n'est vrai dedans, on ne peut pas la laisser comme ça. Il faut qu'elle soit poursuivie. Bon, on n'a pas encore entendu M. Sonko lui-même, on n'a pas encore entendu ses avocats le dire clairement, bien qu'un des avocats avait posé cette éventualité en disant que les choses ne s'arrêteront pas comme ça parce qu'on a traîné par terre l'honneur d'une personne, mais pour le moment, il n'y a rien de définitif en termes de procédure judiciaire. Maintenant, est-ce qu'il y a de quoi organiser l'appel? D'un point de vue juridique, oui, puisque le tribunal, c'est ça. Vous avez un procès, il y a un verdict, toutes les parties, parce que ce n'est pas une partie, toutes les parties ont la possibilité, quand elles ne sont pas d'accord avec le verdict qui a été prononcé, d'aller en appel, d'aller en cassation, etc., puisqu'il y a des étapes qui font que nous, très facilement, dès qu'on a condamné, nous pensons que c'est terminé parce que nous ne sommes pas des juristes. Mais ceux qui sont juristes vous disent clairement que les problèmes ne sont pas finalement résolus puisqu'il y a des recours avec des délais. Tant qu'on est dans les délais et il n'y a pas de recours, on n'est pas encore dans une condamnation définitive. Elle a fait appel, le délai était en cours. Est-ce qu'il y aura procès ou pas? Est-ce qu'il est nécessaire de refaire un procès ou pas? C'est peut-être dans le dialogue éventuellement qu'on va pouvoir régler ce problème-là. Puisque elle, en tant que citoyenne, a le droit de dire « je ne suis pas satisfait du jugement qui a été fait, je considère que mes droits n'ont pas été respectés ». Comme Magloire l'a dit tout à l'heure, ça c'est le côté judiciaire. Si on laisse le judiciaire aller, il faut qu'on accepte que c'est son droit et qu'on suive son droit. Mais quand on regarde les conséquences, on est sur le côté politique, on n'est plus sur le côté juridique. Et dans les principes, le politique et le juridique, on ne doit pas les mélanger parce qu'il semble que quand le juridique vient rentrer dans la cour, là, le judiciaire a tendance à passer par la fenêtre pour partir. En fait, c'est extrêmement compliqué, cette affaire-là. La vérité, c'est que ceux qui avaient dit qu'il ne fallait pas aller au tribunal, et moi j'en faisais partie, je l'ai répété plusieurs fois sur ce plateau-là, c'est eux qui ont eu raison, parce qu'aller au tribunal aujourd'hui s'avère beaucoup plus compliqué que si on avait trouvé un moyen de ne pas aller au tribunal. Même l'État sénégalais, certainement, s'interroge sur comment sortir de cette affaire-là aujourd'hui, parce que Ousmane Sonko est là chez lui, condamné en principe. Est-ce que les religieux peuvent s'emparer de ce dossier? Parce que je rappelle que vous êtes islamologue aussi. Hein. Est-ce que vous ne pouvez pas traiter cette affaire de façon... Si on veut le traiter d'un point de vue islamique, ça va être beaucoup plus compliqué. Certains avaient commencé en défendant Sonko sur cet angle en disant, mais parce que dans l'islam, quand tu accuses quelqu'un de viol, il faut présenter 4 témoins oculaires qui n'ont pas été appelés les uns les autres. C'est-à-dire quand on dit 4 témoins oculaires, ce n'est pas moi j'ai appelé l'un, il a appelé l'autre. Non, il y a 4 témoins oculaires qui ne se sont pas concertés. Oui, ce qui veut dire que... Peut-il y avoir témoins oculaires pour un viol commis dans un salon de massage? En fait, dans l'islam, le problème, c'est que quand on parle de viol, il y a l'honneur d'une personne qui est mise en cause. Et dans l'islam, cet honneur d'une personne fait partie des choses qu'il faut préserver, tout comme sa vie. Donc, on ne peut pas accepter d'un point de vue islamique que quelqu'un vienne facilement accuser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement par... Je donne le viol parce que c'est le sujet dont on parle, mais sur d'autres sujets également, c'est valable. On ne peut pas, d'un point de vue islamique, accuser quelqu'un facilement. Donc, ce n'est pas cette règle qu'on va certainement utiliser. Ce qui peut être fait, vous avez des guides religieux au Sénégal qui ont une certaine influence au niveau des populations, mais ces guides religieux, aujourd'hui, à cause de WhatsApp, ils ont tendance à ne pas se prononcer sur les questions actuelles. Parce que quand ils se prononcent, mais sur WhatsApp, parce que les Sénégalais sont devenus tellement partisans aujourd'hui que quand tu n'es pas de son côté, ce n'est pas avec des arguments qu'il répond, mais c'est avec des insultes. Et même ces guides religieux n'ont pas été épargnés de ces insultes quand ils se sont prononcés sur ces questions. Alors que pourtant, depuis que le Sénégal est Sénégal, à chaque fois qu'on est en train d'aller par terre, c'est vers eux qu'on est retourné pour au moins avoir d'abord un terrain d'entente qui apaise la situation avant d'aller trouver une solution politique. Parce que ces guides religieux ne vont pas se mêler à la solution politique. Il y a le dialogue national, ils ne sont pas là-bas. Ce n'est pas eux qui vont aller dialoguer, c'est les politiques qui vont aller dialoguer là-bas. Mais eux, ils peuvent s'adresser aux Sénégalais, faire pression également, s'il le faut, sur le président de la République, sur M. Sonko, pour leur dire, mais attendez, le Sénégal ne vous appartient pas à vous deux. Ça suffit actuellement, il faut arrêter que chacun d'entre vous prenne la parole pour apaiser la situation. Maintenant, après,
ils sont obligés de les laisser aller régler leurs problèmes politiques parce que ceux-là ne s'impliquent pas directement dans le jeu politique. Bonjour le plateau, c'est Diato Bilaliou. Frédéric, depuis Palimé, ma question est la suivante. Que tous ces dirigeants africains et du monde qui désirent se scotcher au fauteuil présidentiel se corrigent à l'instar de la situation politique sénégalaise pour éviter les bains de sang des honnêtes citoyens qui aspirent à la démocratie. Plutôt une contribution qu'une question. Merci Diato depuis Palimé. Nous passons à un autre téléspectateur qui nous a envoyé un message un peu long. Allons-y. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Merci encore pour ce festin de 2 heures que vous nous offrez chaque dimanche de 12 à 14 pour le direct, pour le thème. La question que je me demande, que je me pose, pourquoi Macky court vers le médecin après la mort. Il pourra convoquer le dialogue national depuis le début de cette crise. S'il s'agit d'une fuite en avant, c'est la pression intérieure et extérieure qui vont l'obliger à chercher des pistes de solutions par la grande porte. Est-ce possible? Cependant, Sonko doit être vigilant car ces sous-préfets de la France ont des stratégies pour gagner du temps, soit mettre fin à la vie de Sonko, ce qui est impossible, soit c'est l'exil, alors que Sonko tape, qu'est-ce qu'il veut écrire? Quelque chose manque là-bas, le faire quand, que Sonko tape le fer quand il est chaud. Sinon, Macky va corrompre les opérateurs économiques, les chefs religieux, les leaders civils et Sonko risque de perdre le peuple. Est-ce que, Louis Magloire, est-ce que vous avez d'avis avec les téléspectateurs qui pensent qu'il y a une main france-africaine derrière ce qui se passe actuellement au Sénégal? C'est la tendance. On est dans une période où la France passe pour être le principal ennemi des économies africaines et des pays africains. Et donc, tous ceux qui sont au pouvoir et qui accordent certains privilèges à la France sont considérés comme soutenus par la France. Et ceux qui ne participent pas, ceux qui sont dans l'opposition, sont empêchés de passer parce que la France intervient également. Dans le cas de Ousmane Sonko et de Macky Sall, c'est vrai que vous prenez par exemple le chantier du train qui relie Dakar au nouvel aéroport. C'est un chantier qui a été confié aux Français et qui a coûté très cher. Certains estiment que c'est au-delà des coûts du marché et que ça a été accordé aux Français. D'autre part, vous avez les premières affaires sur lesquelles Ousmane Sonko avait attiré l'attention des gens. C'était sur les puits pétroliers qui avaient été accordés à l'exploitation et sur lesquels il estimait qu'il y avait eu un vice de forme et que ça profitait aux Français. Et que pour cette raison, si quelqu'un peut nuire aujourd'hui aux relations entre la France et le Sénégal, c'est bien Ousmane Sonko et le principal bénéficiaire du crime, ce serait Macky Sall. Donc il y a un certain nombre de choses et vous prenez également la question du franc CFA et de l'éco qui sont aujourd'hui dans le débat public et qui font que beaucoup d'Africains estiment que si Ousmane Sonko demande qu'on mette fin au franc CFA pour passer à autre chose, c'est probablement qu'il est anti-français et que donc, si Macky Sall ne le fait pas, à contrario, il est pro-français. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Je pense qu'il ne faut pas prendre de tels raccourcis. Les Sénégalais ont montré à suffisance que le combat qu'ils sont en train de mener est un combat typiquement sénégalais. Et même si les postures ne sont pas tout à fait similaires, cela ne signifie pas qu'on est plus pro-français ou plus anti-français que les autres. Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il était contre les intérêts des Français. Ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait que ce soit une coopération gagnant-gagnant entre le Sénégal et la France. Et que si ce n'était pas le cas, que le Sénégal se comporte en pays véritablement mature, démocratique et indépendant, qui peut choisir ses partenaires en fonction de ses intérêts. Après, on peut reprocher à Macky Sall beaucoup de choses, mais on est quand même dans le cadre de contrats d'affaires qui peuvent être contestés. S'il y avait une matière à contester, les tribunaux de commerce, aussi bien au Sénégal qu'en France, l'auraient fait. Pour le moment, il n'y a rien eu de tel. Et donc, pour moi, l'accusation sur le soutien de la France ou sur l'implication de la France dans le dossier tient juste par comparaison, par analogie, par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ça ne repose pas sur quelque chose de solide, à moins que des étapes de l'histoire m'aient échappé. Non, en fait, la France a bon dos actuellement. C'est le seul problème. Il y a une chose qui est vraie,
la France a profité des pays africains pendant la colonisation comme après les indépendances. C'est une réalité. Maintenant, les gens continuent à se fonder sur cette réalité alors que les données sont en train de changer progressivement. Mais au Niger, on n'a pas eu besoin d'un Sonko pour dire à la France, il faut qu'on revoie les contrats sur l'uranium. Ce que vous payez, ce n'est pas ça. Il faut qu'on remonte les coûts. Si Sonko arrivait au pouvoir, on serait certainement plutôt dans cette posture que dans la posture de chasser la France comme certains le veulent actuellement sur le continent africain. Maintenant, ce qui se passe dans la politique intérieure au niveau du Sénégal, s'il y a la main de la France, ce n'est pas la main la plus importante parce que les Sénégalais, de façon générale, ne laissent personne venir gérer un problème à leur place. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une crise sénégalaise qui a été résolue par une quelconque médiation sur le plan international. Il y a des ressorts à l'interne qui peuvent régler ce genre de problème. Bonjour Gilles et à tes invités que je salue sur le plateau. L'affaire Ousmane Sonko est purement politique. Pourquoi? Parce que Sonko est acquitté du viol et de menaces de mort. Est accusé de viol et de menaces de mort et Sonko est condamné pour corruption de la jeunesse. Comment peut-on condamner quelqu'un sur un sujet qui n'a jamais fait l'objet de discussion? Que les journalistes nous expliquent cela. Macky Sall lui-même est passé par là sans être condamné par Abdoulaye Wade, que les deux parties mettent de l'eau dans leur vin pour saluer, pour sauver des vies, car un mort, c'est un mort de trop. Ces personnes qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants doivent être arrêtées et jugées. C'est le devoir de Macky Sall, premier responsable, à pacifier le pays. Merci. Bonne émission. C'est Godzoué qui nous écrit depuis à Dido Gomen. Je vais rajouter les contributions de Simlewa Isso qui nous écrit de Karaï, d'Awangelo. Bonjour Niwad, je suis très content que les élites africaines s'intéressent de plus en plus à nos idéaux de panafricanisme. Moi, je voudrais que les Africains se consacrent exclusivement au développement de l'Afrique. Si toute l'Ukraine brûle, non. Est-ce que c'est pas un ancien message, ça? Oui, voilà, je retrouve le message du jour. Macky Sall a reçu plus d'un. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Pour Adissa, c'est vraiment pathétique qu'elle se lance dans cette aventure. La justice aussi est complice de cette parodie. La patronne de SAR a contredit certaines déclarations de SAR, mais on continue par manœuvrer pour exclure Sonko. Le comportement des femmes ces dernières années doit interpeller plus d'un, comme quoi Nietzsche avait raison en disant que la femme est la seconde erreur de Dieu. Simlewa Isso Awangelo Kara. Je ne crois pas que la femme soit quand même la seconde erreur de Dieu. Je crois qu'il faut faire attention. Au contraire, quand vous prenez le cas Adji Sarr, vous avez au Sénégal, de façon générale, des mouvements de femmes de tous ordres qui sont des mouvements extrêmement solides. Il y en a une que j'apprécie particulièrement qui regroupe les femmes juristes où vous retrouvez des magistrats, des professeurs d'université qui ont toutes fait du droit et qui prennent de leur temps pour aider des femmes en situation difficile, que ce soit dans les maisons, que ce soit les questions de divorce, les questions d'héritage, y compris également les questions de viol, qui ont ouvert des boutiques qu'elles appellent des boutiques de droit. Mais ce qui est curieux, c'est que dans cette affaire, on ne les a pas trop entendues. On le leur a reproché au départ, mais elles ont eu raison finalement parce que c'est comme si elles avaient senti que cette affaire-là, elle n'est pas seulement une affaire judiciaire, donc elles n'ont pas voulu se mettre en plein dans cette affaire comme elles le faisaient d'habitude. Il ne faut pas vouloir quand même rendre la femme nécessairement responsable du viol. Quand quelqu'un a violé une femme, mais c'est tout le droit de la femme d'aller porter plainte. Et si on peut établir les faits, que la personne soit sanctionnée, c'est ça qui est normal. Je crois qu'il ne faut pas qu'on parte de ce dossier pour faire autre chose. Ce que voudrait dire le téléspectateur, plutôt, c'est l'instrumentalisation des femmes dans les dossiers politiques. Il fait certainement allusion à, comment vous l'appelez, Dominique Strauss-Kahn et à sa guinéenne. Oui. Même si ça remonte très loin, même on peut partir de l'allégorie de Ève et d'Adam. Oui, mais ce n'est pas une raison. C'est qu'il faut faire attention parce qu'au Sénégal, ce débat a été posé et vous avez plein de femmes qui se sont plaintes en disant qu'elles risquent de voir leur combat de plusieurs années versé par terre parce qu'aujourd'hui, si une dame qui n'est pas une certaine responsable dans la société accuse un haut responsable de viol, est-ce qu'on ne se retrouvera pas dans la posture où on va dire encore
On est en train de vouloir accuser quelqu'un pour ceci, on est en train de vouloir accuser quelqu'un pour cela, au lieu d'essayer de vérifier est-ce qu'il y a viol ou pas. Adji Sarr risque de rendre même un mauvais service aux filles et aux femmes sénégalaises en ce moment. Oui, je suis dans la même posture. Je considère que comparaison n'est pas raison et que dans cette affaire-ci, on est en train de... Parce que c'est comme dans le cas de la justice concernant les enfants, où les enfants peuvent se plaindre de maltraitance de la part de leurs parents. Et si la justice leur donne automatiquement raison, il peut arriver que dans certains cas, les enfants soient manipulateurs et qu'ils arrivent à obtenir de la justice ce qu'ils souhaitaient. Alors que dans les faits, il ne s'est rien passé. Et donc, encore une fois, il faut être très prudent dans ce genre de dossier. Et si tous les éléments qu'on a récoltés jusqu'à présent, y compris dans le verdict qui a été rendu, sont considérés comme caducs, je ne vois pas pourquoi on devrait continuer dans le procès. Et il faudrait aussi, une fois qu'on a tiré cette leçon-là, savoir dans les prochaines affaires, comment éviter de retomber dans le piège d'une instrumentalisation de la justice qui conduit à des situations de drame politique comme ceux que le pays a vécu ces derniers jours au Sénégal. Bonjour le plateau de New World TV, merci aux invités et pour le thème choisi car c'est un sujet qui retient les attentions à quand nous Africains serons sincères dans nos paroles. Quoi qu'on dise, le passage en force de Macky Sall n'aboutira pas. Quand on aime son pays, il faut l'aimer sans arrière-pensée. Un adage universel dit à malin, malin et demi. Mohamedou depuis Agné. Salut Mohamedou. Bonjour Diwad et bonjour au plateau. Merci Gilles d'avoir invité les deux invités que j'adore beaucoup à cause de leurs analyses très pertinentes qu'ils font à chaque fois qu'ils sont invités. Monsieur Diouf, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Ousmane Sonko est accusé de viol et qu'il soit condamné pour la corruption de la jeunesse? Est-ce que cette peine est prévue dans le code pénal sénégalais? Et pour finir, que signifie un nervi? Bonne émission. Serge depuis le camp de police à Lomé. D'accord. Pourquoi M. Sonko est accusé de viol et on le condamne pour corruption de la jeunesse? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre parce que ça fait l'objet d'un débat fou actuellement entre les juristes au niveau du Sénégal. Une chose est claire, quand quelqu'un est en chambre criminelle, la chambre criminelle peut également condamner à la place d'une chambre correctionnelle. C'est clair, il n'y a pas de confusion, le contraire n'est pas possible. La chambre correctionnelle, si elle se retrouve en face d'une situation qui est une affaire de crime, ils sont obligés de renvoyer vers la chambre criminelle. Donc, Sonko peut être condamné non pas sur la base d'un crime, mais sur la base d'un délit par la chambre criminelle, ça c'est clair. Maintenant, il y a un débat sur qu'est-ce que véritablement le juge a fait. Il a acquitté Sonko de viol, en fait, il a acquitté Sonko de menace de mort, c'est clair, c'est écrit sur le jugement. Sur le viol, il n'a pas écrit acquitté, il a plutôt dit disqualifie les faits de viol en corruption de jeunesse. Corruption de jeunesse, c'est l'article 324 du Code pénal. Et là-bas, vous avez un autre débat encore plus terrible parce que les juristes disent deux choses. La première chose, c'est que cet article est caduc, il n'a plus sa place dans le Code pénal. Il existait au temps où, au Sénégal, la majorité était à 21 ans. Et les faits de viol, de corruption des mœurs, etc., avaient été segmentés en tranches d'âge. Et cette partie-là concernait ceux qui ont plus de 16 ans jusqu'à 21 ans, alors qu'aujourd'hui, à 18 ans, on est majeur au Sénégal. Et on ne peut pas être majeur et mineur quand même en même temps. Donc, il y en a qui considèrent qu'on ne peut pas faire appel à ce texte. Quand on a changé la majorité au Sénégal, il fallait réformer ce texte. Ils ont oublié de le faire. D'autres disent, mais même si le texte est là, le texte, pour qu'il soit valable, il faut que quand on dit corruption de jeunesse, que le code pénal définisse corruption de jeunesse. Pour qu'on dise, voilà, corruption de jeunesse, et qu'on vérifie est-ce que ce sont ces éléments-là, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Le cas du viol, c'est comme ça. On dit pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait pénétration, il faut qu'il y ait violence, surprise, etc. Il y a un certain nombre de choses qu'on regarde. Si ces éléments sont réunis, on dit qu'il y a viol. Malheureusement, il n'y a aucun texte qui définit cette corruption de jeunesse. C'est pourquoi les gens considèrent que c'est une sorte d'article fourre-tout derrière lequel les gens sont allés se cacher pour pouvoir obtenir une condamnation.
Mais comme je l'ai dit, le débat est encore ouvert au Sénégal sur cette question-là. Les juristes sont en train de se tamponner dans tous les sens. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, parmi ces juristes également, il y a des partisans, ce qui fait qu'on a du mal parfois à savoir où est le droit, où est le parti pris dans cette affaire. Comme quoi le droit n'est pas toujours droit. Bonjour mon frère Gilles et à tes invités du jour. Un coucou spécial à M. Diouf. Ce qui se passe au Sénégal est inadmissible. On ne peut pas accepter des morts sur le carreau au caprice d'un président qui veut à tout prix briguer un troisième mandat, où le président Macky Sall a le devoir de clarifier sa position par rapport, oui, il a le devoir de clarifier sa position par rapport au troisième mandat en disant au peuple sénégalais qu'il ne sera pas candidat en 2024 et permettre à tous ceux qui veulent participer aux élections présidentielles de le faire et que le peuple choisisse librement le président de son choix. Les magistrats africains doivent faire preuve de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils cessent d'être manipulés par les pouvoirs. Notre souhait que la paix et la sérénité reviennent au Sénégal. Kader Tchanyao. Louis Magloire, ça me permet de vous poser une question. Est-ce que si on faisait évaluer le droit africain vers ce que les anglo-saxons font par exemple aux États-Unis, où malgré les condamnations, on peut toujours briguer son mandat tranquillement, est-ce que ça n'éviterait pas ces violences et ces instrumentalisations du pouvoir judiciaire aussi? Non, mais est-ce que vous pensez que les États-Unis ne veulent pas revoir leurs règles quand, au regard de ce qui est en train de se passer actuellement avec Donald Trump, avoir un président qui pourrait être condamné, aller en prison et s'il est élu, diriger le pays, y compris de la prison? Je ne crois pas que ce soit ce qui est souhaitable pour la plupart de nos pays. Certes, il faut faire évoluer le droit, mais il faut le faire évoluer dans quelque chose de meilleur. Mais l'instrumentalisation de la justice, encore une fois, n'est pas une spécificité africaine. Vous verrez que dans des pays comme la France, c'est arrivé malheureusement ces dernières années où Dominique de Villepin en a été victime, il y a eu d'autres victimes, François Fillon, pour ne citer que ces deux-là, qui ont été victimes de la justice. Et quand les cas sont avérés, peut-être, mais sur des dénonciations calomnieuses, si on aboutit à des inéligibilités, c'est très dommage. Mais dans leur cas, vu ce qui leur était reproché moralement, ils ne pouvaient pas se présenter. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas présentés. Et à la fin, on s'est rendu compte que pour l'affaire Clearstream, par exemple, c'était pas aussi évident que cela de condamner le Premier ministre Dominique de Villepin. L'autre Premier ministre François Fillon, c'est peut-être plus compliqué, mais vous voyez que ça lui a fait perdre des points dans la campagne. Il s'est présenté, il a pu aller jusqu'au bout de la campagne. Il a failli finir deuxième sur le podium, mais du fait de la campagne que cela lui avait fait, il n'a pas pu atteindre ce niveau. De mon point de vue, ce qu'il faudrait, c'est certes arriver à avoir des dirigeants qui sont irréprochables sur le plan moral, mais n'ayons pas l'impression qu'on peut laver plus blanc que blanc. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos faiblesses. Il faudrait juste définir un cap qui fasse qu'il y ait un minimum de conditions à remplir pour être dirigeant, mais ne pas vouloir laver plus blanc que blanc parce que ça n'existe pas. Ça veut dire que vous passez aussi de temps en temps par des salons de massage. Aller dans un salon de massage n'a rien de criminel. C'est une activité normale. On y va pour chercher son bien-être, on y va pour se faire au Sénégal, ce n'est pas un délit. C'est pas un délit. C'est pas un délit. Comme il a dit tout à l'heure, c'est le côté. En fait, c'est le côté moral. C'est qu'en fait, le jeu qui a été fait ici, c'est un jeu qui est dangereux, puisque d'un point de vue juridique, il n'y a rien au Sénégal qui empêche à quelqu'un d'aller au salon de massage de son choix. Pourquoi la patronne du salon a été condamnée? Oui, c'est que la patronne du salon est condamnée. On considère qu'elle faisait de la promotion de mauvaises mœurs. C'est qu'elle a contesté sur toute la ligne. C'est quoi la mauvaise mœurs si c'est une tentative de viol? Vous savez, dans les salons de massage, vous avez des salons qui font du massage tout simplement. Vous avez des salons qui font plus que du massage, en y intégrant d'autres éléments qui n'ont absolument rien à voir avec le massage. On l'accuse d'avoir ce genre de salon. Et elle conteste d'avoir ce genre de salon. Elle a même dit, comme Magloire l'a dit dans la première partie, avoir renvoyé une fois cette dame parce qu'elle a voulu intégrer ces choses dans son salon et elle n'en voulait pas. Donc, et même si ces choses existent, est-ce que la loi interdit à quelqu'un d'aller dans ces salons? Non. Parce que là, il faut qu'on fasse attention. Oui. À partir du moment où la loi ne l'interdit pas, ce n'est pas un délit. On ne devrait pas pouvoir empêcher à quelqu'un d'être candidat pour ça. Même si quand vous regardez la société sénégalaise, tout comme la société française, d'un point de vue moral, ça peut poser un problème. Mais en ce moment, c'est au candidat d'aller affronter
cette question morale par rapport aux populations pour voir si les populations vont accepter de lui donner leur suffrage ou pas. Salut le plateau, c'est le sage. Pourquoi organiser un dialogue si la Constitution rend déjà inéligible Macky Sall? De quoi veut-on débattre dans ce dialogue? Ça me permet de me retourner vers Mamadou Diouf de nouveau. Oui, quel est le problème au Sénégal aujourd'hui? A-t-on besoin d'un dialogue? Il faut qu'on revienne sur une question, la question de tout à l'heure. Il avait dit c'est quoi un nervi, je n'avais pas répondu. En fait, ce qu'on appelle nervi, on parle de nervi, on parle de milice, c'est à peu près la même chose. Vous avez des personnes qu'on retrouve parfois soit avec des bâtons, le plus souvent c'est ça, des cordelettes, etc., qui font du service d'ordre alors qu'ils ne font pas partie du service d'ordre, ou bien qui viennent se mêler à une manifestation pour avoir des instruments pour taper des gens alors qu'ils ne font pas partie de la manifestation. Parce que dans une manifestation normale, vous avez une structure qui appelle à des manifestations, vous avez des individus qui viennent qu'on appelle les manifestants, vous avez les forces de l'ordre qui doivent garantir la sécurité des manifestants. C'est ça une manifestation. Et des biens et des personnes autour. Oui. Quand ça sort de ce cadre-là, on rentre dans des problèmes. Et les problèmes sont liés au fait que soit il y a des nervis qui sont là, qui tapent les manifestants alors que ce n'est pas leur rôle, ou bien vous avez des manifestants qui veulent faire de la casse alors que ça ne fait pas partie de la manifestation. Maintenant, la dernière question sur qu'est-ce qui se passe au Sénégal actuellement, c'est très compliqué. Il faut le dire clairement. Si ce n'était pas compliqué, on n'en serait pas là où nous en sommes et il n'y aurait pas eu autant de morts. On aurait pu trouver, j'allais dire, facilement la solution. Le dialogue qui est là aujourd'hui pose problème parce que de façon générale, quand il y a conflit entre des personnes, mais quand on veut régler le problème, il faut convoquer les personnes en conflit. J'ai bien aimé l'attitude Alioune Tine de la société civile qui a dit clairement il faut que Macky Sall et Ousmane Sonko se rencontrent. Parce que quoi qu'on dise, le fond du problème se trouve là-bas. Tout ce qu'on est en train de faire autour, tant qu'on ne réglera pas ce problème de fond-là, ça ne servira pas parce qu'on retournera après un dialogue, comme dit quelqu'un. Si on fait le dialogue sans convoquer les parties concernées, après le dialogue, il y aura encore un autre dialogue. Même entre Macky Sall et Sonko, est-ce qu'il y a un problème? Non, je ne connais pas de façon concrète un problème de personnes entre les deux. Il faut rappeler que pendant Covid, où le Sénégal, comme tous les autres pays, était surpris par cette maladie, il y avait l'inquiétude, la psychose partout, le président Macky Sall avait appelé l'opposition en disant mais cette affaire-là, il faut qu'on se mette tous plutôt ensemble pour régler le problème. M. Sonko était allé rencontrer le président Macky Sall au palais. Et s'il le rencontrait aujourd'hui, cela accréditerait la thèse selon laquelle il y a eu une affaire politique. Or, jusqu'à présent, la position du gouvernement et la position du président Macky Sall, c'est de dire nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Tout à fait. Donc, s'il accepte de rencontrer Ousmane Sonko aujourd'hui, c'est qu'il accrédite la thèse selon laquelle c'était une affaire judiciaire, certes, mais avec un fort relent politique et surtout avec un président Macky Sall qui tirait les ficelles dans l'ombre. Et donc, il est impossible pour lui de le rencontrer. La seule chose qu'il est possible aujourd'hui de faire, c'est de dire que le dialogue national a peut-être permis de libérer la parole de certaines personnes et que le président, au regard de tout ce qu'il a entendu, décide de s'adresser à l'ensemble de la nation pour à la fois prendre acte et surtout faire les bons choix par rapport à l'avenir afin que le pays sorte de ce conflit par le haut. Bonjour New World Forum, merci pour la qualité d'éclairage des invités. Que Macky Sall laisse Sonko réaliser ses rêves. Sonko est un espoir pour la jeunesse africaine. Karboua Baoubadi depuis Dapaon. Salut Dapaon. Nous retrouvons maintenant Tcharié depuis Anié. Bonjour New World, bonjour. Gilles, et félicitations à vos invités acquis. Qui, à mon avis, maîtrisent et débattent très bien le sujet du jour. J'aurais aimé que les autres émissions de New World s'inspirent pour faire le choix de leurs invités afin de mieux informer et éduquer les téléspectateurs. Bonne suite d'émission à vous. C'est Tcharié B. depuis Anié dans le centre du pays. Bonjour le plateau, New World. Franchement, vous êtes à la hauteur des débats qui minent le continent noir. L'armée sénégalaise doit collaborer avec le peuple pour dire la vérité à Macky Sall, puisque nous
justices africaines sont toujours aux ordres de l'armée et non au président. Je passe par ici pour réclamer la révision de la date du 1er juin au Togo. La révision de la date du 1er juin. Hein. Bonne émission à vous. C'est Lamba qui nous a écrit d'Agoué Logopé. Bon, on n'a pas trop compris la révision. Pourquoi souhaitez-vous cette révision, cher ami? Bonjour Niod, merci pour l'éclaircissement que vous faites pour nous situer sur certaines informations. Le thème d'aujourd'hui est pertinent. Macky Sall doit écouter son peuple, car c'est ce peuple qu'il a élu, qu'il n'écoute pas ces politiciens qui veulent garder leur poste. Et à l'ombre de Macky Sall, l'Afrique a trop souffert pour encore ouvrir un autre conflit qui serait de trop. C'est Bekendi qui nous écrit de Kara au Togo. Cette fois-ci, c'est Ayesou Kankwe Maouli depuis Afanya. Salut Gilles, bien de choses à vos invités. C'est Louis Magla Kemayo et Mamadou Diouf aujourd'hui. Je me demande s'il faut encore faire confiance aux hommes politiques et en particulier les opposants. Ils combattent une chose quand ils sont dans l'opposition, mais une fois au pouvoir, ils font les mêmes erreurs. Hier, c'était le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. Même si Sonko ne participe pas à l'élection et que c'est un autre opposant qui participe, l'histoire va se répéter. Macky sera battu dans les urnes. Yessou Kankwe Maouli depuis Afanya. Il se désole du sort des opposants africains, Mamadou Diouf. Il a quelque part raison parce qu'il a parlé du professeur Alpha Condé, il a oublié de parler au Sénégal de Maître Abdoulaye Wade puisque on s'est retrouvé dans la même posture mais c'est dangereux de suivre ce discours également parce que nos pays ne peuvent pas se faire sans politique. C'est la forme d'organisation que nous avons choisie. Il faut des partis politiques, des gens qui se mettent au devant de la Mais si les politiques n'ont pas de parole donnée, ça pose un problème. Oui, mais c'est pourquoi je dis il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'on fait quoi? On prend les militaires, comme a dit le téléspectateur précédent qui dit aux militaires sénégalais de prendre les responsabilités. Même les militaires, parfois, ne respectent pas leurs paroles. Le problème, ce n'est pas une affaire de civils ou de militaires. C'est une affaire d'hommes. Hein. Le problème que nous avons, il est double. D'abord, c'est une affaire d'hommes. Il faut que, quand je dis hommes, aussi bien ceux qui dirigent le pays que les populations soient suffisamment formés en matière de conscience citoyenne pour que certaines choses ne puissent être acceptées par personne. Nous ne l'avons pas. Parce que dans le fait qu'on manipule nos pays, il y a cette manipulabilité également qui est là, en particulier au niveau des populations. L'autre élément, il faut mettre en place un système. Et c'est ça qui nous manque, y compris sur le plan juridique, qui soit suffisamment valable pour que quand quelqu'un fait ce qui est contraire à ce qui a été retenu, qu'on mette la personne de côté sans que ça ne puisse faire l'objet d'aucune discussion parce qu'il est clair que c'est la personne qui ne répond plus de ce qu'on voulait, il n'y a aucune manipulation dedans. Mais on n'a ni l'un ni l'autre. Et vous voyez comment cette affaire du Sénégal est complexe parce que si on en arrive à ne pas faire confiance à la justice, est-ce que le peuple peut juger? Pourtant, le peuple a jugé et a donné son verdict avant le tribunal et refuse actuellement le verdict du tribunal. Oui, moi je crois que de façon générale, il faudrait que nos pays en arrivent à une certaine forme de souveraineté qui ne soit pas seulement affichée, mais qui soit réelle, y compris dans les instruments que nous utilisons pour réguler la vie dans nos sociétés. La plupart de nos pays ont eu des constitutions calquées sur la constitution de la Ve République en France et il y a eu très peu d'adaptation aux réalités locales. Il faudrait que l'on en arrive à cela également, que nos lois, que nos cadres de fonctionnement correspondent aux réalités de nos sociétés et fassent que quand une condamnation est prononcée, quand une sanction est prononcée, qu'elle soit exécutée, mais qu'on ne soit pas dans les schémas où on s'imagine que si on avait été en France, voilà comment on aurait appliqué la chose, ou si on avait été aux États-Unis, peut-être que la chose se serait passée autrement. C'est le premier degré de lecture. Le deuxième degré de lecture, c'est que nous avons aujourd'hui un problème de confiance au sein de nos pays. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas encore à faire nation et à faire en sorte que quand on décide de créer des valeurs communes qui sont propres aux Sénégalais, aux Togolais, aux Camerounais et ainsi de suite, on n'arrive pas à le faire parce qu'il y a un vrai problème de tribalisme. La question casamançaise dans cette crise est quand même une dimension que nous n'avons pas beaucoup explorée, mais qui a toute sa valeur dans l'analyse du problème. Et donc je crois que si on arrivait à régler ces problèmes de souveraineté réelle et puis de construction d'une véritable nation qui n'a pas besoin de se référer à la France, à la Chine ou à la Russie, ce serait déjà un très grand pas
dans l'édification d'une grande nation. Et après, l'enjeu que tout cela présente, c'est que si nous arrivons à sentir que nous avons quelque chose de commun et que sur le plan de l'avenir, nous pouvons bâtir plus grand, nous en arriverons à construire des dragons comme on en a vu en Asie, comme on en a vu dans les pays des BRICS aujourd'hui, qui sont devenus une référence qui fait changer le rapport de force sur la scène internationale. Et donc, pour moi, l'idée de panafricanisme qui a été lancée doit aller jusqu'au bout de sa logique et faire en sorte que nos pays se sentent d'abord individuellement suffisamment forts en tant que nation et collectivement suffisamment forts parce que protégés par le panafricanisme réel, la libre circulation des biens, des personnes et la solidarité effective entre les différents États. Dans les pays occidentaux, il n'y a pas ce problème de troisième mandat et personne n'en parle. Mais pourquoi c'est en Afrique que ces mêmes questions reviennent très souvent? S'interroge Dagbenignon, Sedouamedji depuis Kpele-Ele. Merci beaucoup pour votre contribution de ce dimanche. Est-ce que votre message n'est pas plus long? Bonjour le plateau. Merci infiniment donc encore pour cette opportunité de ce dimanche pour ce forum. Ma préoccupation c'est... Ah oui, nous en avions déjà parlé. Oui, non, c'est plutôt ces médias qui travaillent à la tête des Africains puisque quand ce problème prend corps, les Occidentaux en tirent les terrains. Il faudrait que les Africains soient matures, rares. Vous allez entendre parler de troisième mandat dans les pays anglophones. Moi, j'accuse nos gouvernants et la France de chercher toujours à diviser les peuples africains. Le silence de Macky Sall démontre qu'il a été impuissant pour le moment pour se prononcer, puisque ce sont les Occidentaux qui vont lui donner la main libre. Il attend leur OK afin de prendre sa décision. L'Afrique toujours malade. Dagbenignon, Sedouamedji depuis Kpele-Ele. Merci beaucoup pour votre aimable contribution. Bonjour Mawena, c'est bien mon nom. Bonjour les invités. Merci pour le thème de ce jour. La justice sénégalaise n'a plus d'autres dossiers à traiter que l'affaire d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que le viol? Y a-t-il eu une analyse médicale dans cette affaire de viol? Pourquoi le gendarme qui a écrit le procès verbal a été renvoyé de la fonction publique? Beaucoup d'interrogations m'amena à dire que cette affaire est montée de toutes pièces par le pouvoir en place afin d'empêcher le jeune Sonko de devenir président. Macky Sall a rendu Ousmane Sonko très populaire. Il le prépare pour sa succession. Bonne journée à vous et bonne émission. C'est Sylvestre Nienda depuis Kégué. Oui, il a raison. Les Sénégalais n'ont cessé de le dire. C'est le président Macky Sall avec ceux qui sont autour de lui qui ont créé Ousmane Sonko. Puisque ce monsieur est un travailleur qui était un inspecteur des impôts de classe exceptionnelle, qui a fait du bon boulot. Il le sait lui-même de telle sorte qu'il leur dit tout le temps, quand je parle de bonne gouvernance, les gens sont en train de parler, j'ai travaillé, on sait où j'ai travaillé. S'il y a un Sénégalais chez qui je suis allé, on devrait prendre des impôts et j'ai pris de l'argent par la corruption, je lui demande de prendre la parole en public. Si l'État est en mesure de m'attraper d'un point de vue professionnel, qu'il le fasse. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Mais ça fait que quand il a été radié de la fonction publique, les Sénégalais n'ont pas compris. Et il y a un élan de solidarité qui s'est créé. Les gens ont cotisé des millions pour dire qu'il n'est pas normal que celui-là se retrouve du jour au lendemain dans de la difficulté. Il a été le premier à créer le syndicat des inspecteurs des impôts. Si vous regardez dans son parti, il y a beaucoup d'inspecteurs des impôts qui y sont. Ce n'est pas pour rien. Mais les Sénégalais n'ont pas compris également pourquoi on les a empêchés de faire leur travail, parce qu'ils voulaient que cette affaire des impôts qui intéresse tous les Sénégalais, qu'on puisse le faire de façon claire et que tous les imposables payent et pas seulement les plus faibles. Mais oui, parce qu'il y avait la question des députés qui ne payaient pas. Il a soulevé. Il a soulevé ces questions et ça a dérangé pas seulement le pouvoir, ça a dérangé également d'autres personnes. Et c'est ça qui fait que finalement les Sénégalais se sont dit, mais attendez, ce monsieur, à son détriment, est en train de soulever les bonnes questions sur le plan politique, parce qu'il a enrichi quand même le débat politique au niveau du Sénégal en quittant un peu ce débat des personnes. Malheureusement, avec cette affaire, on est revenu sur ça. Vous avez parlé des questions du pétrole et autres, mais c'est ça qui fait que les Sénégalais se sont dit, mais voilà quelqu'un, on pense qu'il peut pouvoir amener encore le Sénégal plus loin.
Salut, c'est Maglibé Machatom, alias Match. Depuis les pieds du mont Barbabassa, le président Macky Sall va rempiler pour un troisième mandat. C'est un secret de polichinelle. Sall candidat n'est pas Sall élu. Il n'est pas imbattable. L'erreur politique de l'opposition sénégalaise en général, et celle en particulier de Sonko, est d'en faire un débat. Il serait plus efficace de mobiliser toute cette énergie pour battre Sall aux élections. J'accepterai tous ces sacrifices de vie humaine si c'était que Macky Sall essaie de se maintenir au pouvoir après un échec aux élections. Quel gâchis, hein, s'écrie notre fidèle téléspectateur des bons Barbabassa. Bonjour, je me nomme Latifou depuis Sokolé. Est-il possible pour Macky Sall de modifier la Constitution? Le problème au Sénégal, c'est la France et elle agit à travers leurs soi-disant intellectuels comme Macky Sall, noir de peau et blanc à l'intérieur. À mon avis, à moins que la France trouve un autre prototype comme Macky Sall. Sinon, Macky va tout faire pour rester au pouvoir. C'est un peu le scénario nigérien où Issoufou quitte le pouvoir, mais c'est toujours lui qui est là. Sachez qu'il n'y a pas d'opposant à la carrure de Sonko au Sénégal. S'il est éliminé, c'est cuit. La France a gagné. Merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va terminer avec Pierre depuis Cara. Bonjour chers invités. L'affaire Adissar était juridique, mais c'est Sonko qui l'a rendu, qui l'a politisé cette affaire en demandant à ses partisans de sortir et de penser que c'est Macky qui cherche à le bloquer aux prochaines élections. Il devrait répondre au rendez-vous et se défendre jusqu'au bout, mais hélas, nous dit Pierre depuis Cara. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum, donc il faudra s'attendre à un procès dans les prochains jours ou politiquement le dialogue pour régler cette question. On va conclure notre émission. Louis Magloire Kemayo. J'espère que la judiciarisation de la vie politique va s'arrêter à un certain moment. Sincèrement, c'est mon souhait parce que cela n'apporte que beaucoup de problèmes, comme nous le remarquons là. Ce que j'espère, c'est que l'Agora qu'est devenu ce dialogue national permettra de tirer quelques éléments qui amèneront les uns et les autres à se surpasser, à dépasser leurs égos pour mettre en avant l'intérêt du pays. Si tel est le cas, j'espère qu'il n'y aura pas de procès, mais qu'en revanche, la classe politique grandira et pourra se vanter d'avoir été capable de surpasser une crise comme celle que nous sommes en train de vivre actuellement. Merci infiniment, Louis Magloire Kemayo. Amadou Diouf, merci d'être passé. Merci beaucoup. Moi, je me dis qu'il faut espérer que les médiations en cours réussissent, puisque il y a les hommes d'affaires du Sénégal qui ont rencontré le président de la République, qui ont rencontré le F24 dans lequel se trouve M. Sonko. Vous avez les religieux qui font leur travail, mais qui le font tout le temps discrètement. Moi, je compte plus sur ça que sur le dialogue politique, parce que dans le dialogue politique, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres intérêts. On veut s'occuper de tellement de choses qu'on risque de noyer cette affaire sans nécessairement le résoudre. Inch'Allah. Merci. Mamadou Diouf, c'est Akles Opinion qui a réalisé cette émission. J'ai eu du plaisir à partager ce forum une fois encore avec vous. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.